Bien, poursuivons l'étude des mécanismes qui permettent de modifier la diversité génétique des populations. Après la dérive génétique, étudions ce deuxième mécanisme qu'on va appeler sélection naturelle. Et dérive génétique et sélection naturelle, comme on le verra à la fin de cette capsule vidéo, permettront la formation d'une nouvelle espèce, ce qu'on appelle la spéciation. Abordons donc l'étude de la sélection naturelle à travers l'étude d'un petit exemple un peu original, il faut quand même l'avouer. Alors, laissez-moi vous présenter l'espèce Blabla, une espèce bien sûr vive, intelligente, magnifique, mais surtout caractérisée par une diversité génétique qui se manifeste par une couleur de pelage différente. Par exemple ici, un pelage qu'on va appeler brun, un pelage violet, un pelage rouge et un pelage jaune. Cette population que vous voyez ici, on va l'appeler notre population initiale. Celle qui va subir justement ce processus de sélection naturelle et de spéciation. Elle est caractérisée donc par une fréquence particulière de certains allèles à l'origine de la couleur du pelage. Événement catastrophique, l'espèce Blabla est divisée en deux. Le continent sur lequel il se situait, s'est trouvé coupé en deux par un bras de mer et les deux populations de l'espèce Blabla ne peuvent plus communiquer entre elles. C'est ce qu'on va appeler un isolement géographique des deux populations. Alors laissons de côté pour l'instant la population principale, la population initiale, et intéressons-nous à cette population qui s'est trouvée isolée de la population principale. Pour faire simple, on constate que cette espèce qui s'est trouvée isolée possède les mêmes fréquences d'allèles que la population initiale. Les proportions d'individus qui ont un pelage brun, un pelage jaune, un pelage rouge et un pelage violet sont les mêmes que dans la population initiale. Alors on pourrait faire évoluer tranquillement cette petite population comme on l'avait fait lors de l'exemple sur la dérive génétique, mais tout se passe pas aussi bien. Notre petite population de l'espèce Blabla va se retrouver face à un prédateur terrible, un prédateur terriblement efficace qu'on appelle l'homère. L'homère est un prédateur d'une très très grande intelligence, à l'appétit vorace, et qui se régale non pas de notes, mais de l'espèce Blabla, et notamment il a une petite préférence pour un certain pelage. Alors bref, notre petite espèce Blabla, notre population ici issue de l'espèce Blabla, aurait pu vivre bien tranquillement, mais non, c'était sans compter l'arrivée de ce formidable prédateur, le homère. Et notre terrible prédateur va se régaler dans la population des Blabla de ceux qui ont une fourrure brune et une fourrure violette. Et au fur et à mesure du temps, les individus qui portent cette fourrure brune et cette fourrure violette vont disparaître, ne vont pas réussir à se reproduire, mangés qu'ils sont par ce terrible prédateur. Et au fur et à mesure du temps, dans la population, les individus qui ont une fourrure jaune et une fourrure rouge vont devenir prédominants. Bien, alors faisons un petit point pour l'instant pour voir ce phénomène de sélection naturelle. Donc déjà, la sélection naturelle, c'est un phénomène, contrairement à la dérive génétique, qui est non aléatoire, qui n'est pas dû au hasard, c'est une variation non aléatoire de la fréquence des allèles. Dans un environnement donné, celui de notre exemple ici, un allèle va pouvoir conférer un avantage pour la survie ou favoriser la reproduction de l'individu qu'il porte. Cet individu va avoir une plus grande descendance, l'allèle est alors davantage transmis à la génération suivante, et donc la fréquence de l'allèle avantageux va augmenter dans la population des générations suivantes.
De même, certains allèles peuvent être à l'origine de caractères défavorables. Par exemple ici, la couleur du pelage qui est repérée par notre vorace prédateur. Eh bien, ce caractère sera moins facilement transmis. Et la fréquence de l'allèle défavorable va diminuer dans la population de la génération suivante. Alors, dans la sélection naturelle, il y a ce qu'on appelle une pression sélective, c'est-à-dire qu'il y a un agent de sélection qui peut être, comme dans notre exemple ici, un prédateur. Les individus qui présentent un allèle permettant d'échapper au prédateur, par exemple ici avec une couleur de pelage qui on peut en toute hypothèse imaginer leur conférer un camouflage, eh bien, auront plus de chances de survivre, donc de se reproduire, et donc de transmettre cet allèle. Donc, dans des populations d'une même espèce, donc par exemple ici, la population qui a été isolée sur cette île, par rapport à celle qui est restée sur le continent, eh bien, elle vit donc dans un environnement aux contraintes différentes, la présence de ce prédateur qui n'est pas sur le continent. Eh bien, dans ce cas-là, ce sont des allèles différents qui vont être sélectionnés. Et d'une génération à l'autre, ces populations, celle de l'île qui est isolée et celle du continent, vont devenir de plus en plus éloignées sur le plan génétique. Mais ça ne suffit pas pour créer une espèce. On a certes une diversité génétique qui s'est installée par rapport à la population de départ, mais on est loin d'avoir une nouvelle espèce, car qui dit nouvelle espèce dit nouveau gène. Alors revenons à notre exemple. Alors depuis l'arrivée de Homère sur cette île, eh bien, il faut savoir que le homère est un animal qui ne respecte absolument pas l'environnement, qui ne traite absolument pas ses déchets, fait aucun recyclage, bref, c'est une catastrophe. Et il est responsable de l'émission dans cette île de tout un tas de substances chimiques qui vont être à l'origine de phénomènes assez exceptionnels comme je vous les présentais maintenant. On observe donc sur cette île des transformations d'animaux, de végétaux, tels que vous pouvez les apercevoir ici. Très étrange. En effet, c'est pas fini, regardez, également une girafe de pattes, des vaches à 6 cornes, des grosses petites girafes, des coccinelles cubiques, des chiens avec des langues à la place des yeux, des insectes qui semblent avoir, je sais pas, trois paires d'ailes a priori et plusieurs paires de pattes. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et l'espèce blabla, eh bien, ne va pas échapper à cette histoire, puisque elle aussi va subir l'action de ces substances chimiques et son information génétique, eh bien, va se transformer. On dit qu'elle va muter. Et cette transformation de son information génétique eh bien, va permettre l'apparition soit de nouveaux allèles à partir des allèles existants, et parfois même la modification de caractères qui, suite par exemple à l'apparition de nouveaux gènes. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. La population, qui est sur l'île, la population issue de l'espèce blabla, eh bien, a vu certains de ces individus se transformer en une nouvelle population qu'on va mettre dans une nouvelle espèce, puisqu'ils ne peuvent plus se reproduire avec les individus de l'espèce blabla, eh bien, ça va être les individus de l'espèce super blabla, vous vous en doutez, avec des super gènes. Et là, chose formidable, notre super blabla a acquis des qualités supplémentaires. Il a une vision exceptionnel, il a une ouïe hyper fine et il va donc pouvoir échapper aux prédateurs, aux super prédateurs homères. Alors voyons un peu ce qui se passe. Notre super prédateur homère est là, est en contact avec la population d'individus de l'espèce blabla et puis de nouveaux individus porteurs de ces nouvelles caractéristiques. Et bien sûr, notre super prédateur a beau courir, eh bien il n'arrive vraiment pas à attraper nos super blabla et finalement il va se contenter de grignoter quelques blabla. Et puis bien finalement, à la fin, eh bien il ne va plus rester que les super blabla qui eux eh bien, vont toujours échapper à notre super prédateur et puis notre super prédateur va devenir un minable prédateur puisqu'il n'aura plus rien à se mettre sous la dent. Ainsi est né
notre nouvelle espèce, l'espèce super blabla, qui a pris naissance à partir de l'espèce blabla, qui est devenue l'espèce blabla. Eh bien, faisons un petit point. Nous avions notre espèce blabla du départ qui était sur le continent, qui a donné, après moult générations, l'espèce super blabla qui avait une contrainte, une pression sélective importante du fait de la présence de ce super prédateur, le homère, je vous le rappelle. Eh bien, sur l'île, sur le continent, pardon, l'espèce blabla, elle, a subi d'autres contraintes, d'autres pressions sélectives différentes de celles qu'a subies les populations qui étaient isolées sur l'île. Et l'espèce blabla, après de très très nombreuses générations, a vu ces populations, ces individus, progressivement se transformer en une autre espèce qu'on appelle la blabla 2, qui bien sûr, elle aussi, ne pourrait pas se reproduire avec des individus de l'espèce blabla s'ils étaient encore en contact. Voilà, on fait disparaître notre espèce blabla et il ne reste plus que l'espèce blabla 2 et l'espèce super blabla. Donc faisons un bilan maintenant sur la manière dont se forme une nouvelle espèce, ce qu'on va appeler la spéciation. Eh bien, sous l'effet de la dérive génétique et de la sélection naturelle, qui sont les deux principaux moteurs de l'évolution, les populations d'une même espèce vont se transformer de génération en génération. Ça va être favorisé notamment par la mise en place de ce qu'on appelle un isolement reproductif, c'est-à-dire d'une population qui va se retrouver isolée de la population initiale, de la population de départ. Lorsque, suite à l'action de la sélection naturelle et de la dérive génétique, deux populations deviennent génétiquement différentes au point de ne plus pouvoir se reproduire entre elles, elles évoluent alors en deux espèces distinctes qui vont se manifester aussi par la possession de gènes différents, suite au processus de mutation. Donc une nouvelle espèce n'apparaît pas instantanément, elle se forme à partir d'une espèce préexistante qui a évolué au hasard et de manière différente sous la pression des contraintes du milieu.